donc aujourd'hui donc on va compléter la deuxième partie de l'endocardite infectieuse. Donc on a arrivé donc au diagnostic de cette pathologie. Donc on a dit qu'il y a des critères qui sont majeurs et des critères qui sont mineurs. Et donc j'ai expliqué auparavant les critères de l'hémoculture et on a arrivé là, donc on a arrivé à la sérologie donc de Coxella burnetii. Donc j'ai dit que ce germe-là, donc il va provoquer ce qu'on appelle la maladie, la fièvre Q, donc qui est connue par les pneumophysiologues et elle est connue par les médecins vétérinaires parce qu'elle va provoquer des avortements chez l'animal. En plus de ça, donc ce Coxella burnetii va donner donc cette fièvre Q. Cette fièvre Q a été découverte donc la première fois donc, en Australie. Et donc à l'époque, donc ils n'ont pas trouvé l'étiologie de cette maladie. C'est pour cela qu'ils ont appelé fièvre Q, Q c'est pour interrogation. Donc on ne sait pas à l'époque la cause, mais maintenant on sait que c'est la burnetii qui va provoquer ça. Donc dans la physiopathologie d'abord de la fièvre Q, là, ce qu'il faut savoir, donc le germe il va entrer par aérosol, donc dans l'alvéole. Donc dès qu'il va arriver à l'alvéole, il va trouver les macrophages résidents au niveau de l'alvéole. Ils vont provoquer la phagocytose de ce germe-là, alors que ce germe-là, il a la capacité de vivre dans les macrophages, et donc il va résister, et puis il va passer dans la circulation sanguine. Quand il va passer dans la circulation sanguine, soit il va donner sur un plan aigu un syndrome pseudo-grippal, ce qu'on appelle la fièvre Q aiguë, sinon il va donner ce qu'on appelle la fièvre Q chronique. Et la fièvre Q chronique, donc le maître symptôme ici, la principale cause, la principale manifestation, c'est l'endocardite infectieuse. C'est pour cela qu'il faut faire la sérologie si l'hémoculture est négative. En plus de ça, il faut faire la sérologie de Bartonella. Pourquoi on fait la sérologie donc, de Bartonella? Parce que Bartonella, on appelle Bartonella encelei. Donc ce germe-là, c'est un germe à développement intracellulaire et qui va donner une pathologie, donc ce qu'on appelle la maladie des greffures de chat. Donc c'est une pathologie là où elle est le plus souvent, elle va pas, les médecins donc spécialisés, quel que soit spécialisé ou non, donc ils passent à côté de cette pathologie, surtout quand elle va donner des adénopathies cervicales. Et là, donc c'est la conduite d'adénopathie cervicale, ils commencent à faire l'échographie, et là, et puis c'est la cytoponction, puis ils vont dire c'est inflammatoire, puis on va chercher l'infection, puis on peut penser à une maladie auto-immune, etc. Là, c'est seulement dans l'interrogatoire, on pose la question, est-ce qu'il y a des chats dans la maison ou non? Est-ce qu'il y a un contact avec ces chats? Parce qu'à partir des greffures de chats, qu'est-ce qu'on va voir? Donc on va voir donc le passage de Bartonella encelei au niveau du vaisseau, et puis elle va faire quoi? Elle va se fixer sur les cellules endothéliales et elle a la capacité de se multiplier à l'intérieur des cellules endothéliales. En plus de ça, elle peut toucher les globules rouges. C'est pour cela dans la maladie des greffures de chat, si tu vas faire la FNS, tu vas trouver une anémie qui est associée, et par suite, qu'est-ce qu'on va voir? Un drainage lymphatique de ce germe-là qui va aller vers les ganglions, surtout à la région cervicale. Là, on va voir des adénopathies cervicales. Et là, si le médecin il va utiliser la corticothérapie en pensant que ces adénopathies sont dues à une cause auto-immune ou inflammatoire, là, il va payer cher. Et on va voir les choses ils vont se compliquer. Et ce germe-là, il peut avoir une dissémination dans tout l'organisme. En plus de ça, ce germe-là, donc parfois et rarement, qui peut donner une endocardite infectieuse. Alors que si on va faire un examen clinique, on peut trouver parfois à la zone des greffures, donc une zone qui est édémaciée là parce que on voit une inflammation à la zone des greffures. C'est pour cela donc on va demander une sérologie de Bartonella encelei. Encore, on peut chercher faire une sérologie de la maladie de Lyme. Donc la maladie de Lyme, donc, elle est appelée Lyme parce qu'elle a été découverte dans une ville, ce qu'on appelle la ville de Lyme. Et donc celle-ci, elle va venir suite à la piqûre d'éthique, et puis elle va entrer, et puis elle va disséminer dans le sang. Et là on peut avoir des migrants à la première phase. Donc, et ça, c'est un autre sujet. Donc il faut faire une autre vidéo pour cette maladie. Et puis on va chercher, donc deuxième critère, on va chercher l'atteinte de l'onde locale. Par quoi? Par l'échographie. L'échographie, quelle que soit une échographie qui est transthoracique,
transthoracique ou encore l'échographie transœsophagienne. Quand on fait l'échographie transthoracique, donc on va chercher quoi? On va chercher les végétations. Et ces végétations-là, on ne va pas les rechercher dès le début, parce que c'est pas dès le début c'est pas après qu'on va voir la fièvre, on voit directement des végétations. Non, parce que la fièvre, elle va venir pourquoi? Elle va venir à cause de la libération des cytokines lors de gènes quand ils vont provoquer des lésions au niveau de l'endocarde. Et là, ils vont avoir une libération des cytokines qui vont monter jusqu'au l'hypothalamus, ils vont dérégler le thermostat. Et là, on va voir la fièvre d'abord, et après quelques jours, pour qu'on va voir les végétations. Les végétations. Ces végétations, donc, ils sont un peu, on va les trouver mobiles, donc ils vibrent avec les valves, donc ils vont vibrer avec les valves, et si on va les trouver qui sont supérieurs ou égaux à 10 mm, là on pense qu'il y a un très très grand risque de donner des emboles septiques. En plus de ça, si on fait par exemple l'échographie transthoracique et on va la trouver négative alors que la suspicion elle est très forte, il faut faire l'échographie transœsophagienne. Pourquoi? Parce que l'œsophage il est localisé derrière le cœur. Et derrière le cœur, et donc on va voir très bien les végétations. On va chercher quoi? On va chercher par exemple des abcès septales, parce que si on a un abcès septal, là qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le CG. Il faut faire le CG journalier, parce qu'on peut avoir des troubles de conduction, comme j'ai expliqué auparavant. En plus de ça, on va voir par suite des critères mineurs. Donc on a la fièvre, donc les différentes cardiomyopathies, les manifestations vasculaires que j'ai expliquées dans la vidéo précédente, et encore les manifestations immunologiques, par exemple les taches de Rott. Là, c'est pour cela qu'il faut faire un fond d'œil, donc pour chercher ces taches de Rott, donc qui ont un aspect de nodule cotonneux. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va chercher, est-ce qu'on a deux critères majeurs? Si on a deux critères majeurs, donc on est devant cette endocardite infectieuse. Le plus souvent, on utilise les deux critères majeurs. Rarement, on va passer à un critère majeur plus trois critères mineurs, ou seulement 5 critères qui sont mineurs. En plus de ça, donc, après qu'on a fait l'hémoculture, donc j'ai dit qu'il faut commencer le traitement. C'est un traitement qui est probabiliste en fonction de germes qu'on a suspectés. En plus de ça, en fonction du patient, est-ce qu'il a une valve prothétique ou non? Parce que s'il a une valve, là on va utiliser donc la vancomycine avec l'agenda, sinon la rifampicine plus l'agenda. Et si donc, il a une valve native, là, on va utiliser amoxicilline plus gentamicine, sinon oxacilline plus gentamicine. Toujours, on va travailler par une bithérapie qui est synergique et bactéricide. Et après, ce traitement-là, il va être par voie IV, donc il faut faire l'hospitalisation de patient. Il ne faut pas utiliser ces traitements-là au niveau de l'abord veineux qui est périphérique. Donc, il faut faire une autre injection périphérique pour assurer donc, l'asepsie. Surtout quand on va faire l'hémoculture, c'est la même chose. Le traitement il va être d'une grande durée de 4 à 6 semaines, et on va utiliser de fortes doses parce que l'endocardite infectieuse elle est grave. On ne va pas utiliser l'anticoagulation. Pourquoi? Parce qu'on va voir le risque de rupture et le risque de l'hémorragie suite aux anévrismes mucosiques. Sauf si le patient a une valve auparavant et a été sous anticoagulant, là on va continuer. Parfois on va utiliser autre traitement, par exemple la doxycycline dans le cas de la fièvre Q, parce que le gène il est à développement intracellulaire, et là on va utiliser la doxycycline, et parfois on ajoute le chloroquine. Pourquoi? Parce que le chloroquine il va élever le pH au niveau des phagosomes, et là qui va tuer donc cette coxella biomyétique. En plus de ça, on peut utiliser la zithromycine dans le cas de la maladie des greffes de chat. Parce que la maladie des greffes de chat, le traitement là, le plus efficace, c'est la zithromycine avec les antalgiques, bien sûr. En plus de ça, là, donc, par exemple, si le patient, donc, on a un patient à un haut risque, donc il a une valvulopathie, il a fait une endocardite infectieuse auparavant, il a une valve
il a une valve qui est là. Là, quand il va faire un soin dentaire, il faut le mettre sous amoxicilline 2 grammes 1 heure avant le soin. Pourquoi 1 heure avant le soin? Malgré auparavant, on a utilisé l'antibiothérapie pendant 3 jours avant le soin, parce que quand on va utiliser l'antibiothérapie 3 jours avant le soin, on va faire une hypersélection des bactéries et on va provoquer donc la naissance des bactéries qui sont très résistantes, et là on ne peut pas traiter le patient. En plus de ça, il faut savoir que le traitement de l'endocardite infectieuse, donc, il nécessite donc une collaboration entre cardiologue et infectiologue. Donc, ce n'est pas un seul médecin qui va décider, et donc je vous remercie.